96.9. Fin de semaine, on lisait une étude qui révèle qu'on retrouve des pesticides dans l'eau potable que l'on boit au Québec. Et pour nous en parler, Jérôme Duprat, prof d'environnement à l'Université du Québec en Outaouais, entre autres, et aussi bassiste des Cowboys Fringants. Vous le savez maintenant. Salut Jérôme, merci d'être là. Bon matin. Mon cher Jérôme, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude? À vue de nez, là, on dirait que c'est inquiétant. Oui, en fait, l'équipe de chercheurs à l'Université de Montréal ont pris des échantillons d'eau de 4 villes, Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe, Chicoutimi, essayer de voir un peu le portrait québécois. Et mis à part l'eau de Chicoutimi, l'eau potable, on n'a pas trouvé de traces des 9 composés qu'on cherchait, des néonicotinoïdes, d'autres pesticides importants utilisés en agriculture. Mais à Montréal, à Laval, en Montérégie, et probablement dans d'autres secteurs agricoles au Québec, on retrouve des pesticides dans l'eau potable. Mais Montréal n'est pas un secteur agricole, pourtant, Jérôme? Non, mais des bassins versants qui se déversent dans le fleuve, les prises d'eau potable. Tout donc, ce qui est en amont, l'Outaouais et autres. Exactement. Est-ce que c'est dangereux pour la santé de boire cette eau, donc pesticidée-là? Oui, en fait, c'est pas dangereux pour la santé humaine parce qu'on a des capacités de traitement qui amènent à enlever la majorité de ces pesticides, les laisser C'est vraiment en trace. des traces qu'on trouve qui ne seraient pas dommageables. Ça dépend des endroits. Par exemple, l'eau de Saint-Hyacinthe qui est puisée dans la rivière Yamaska, qui est la plus polluée au Québec, même si on la traite énormément, on retrouve des concentrations plus élevées que ce qui est à Montréal, à Laval. Mais ça reste sous les seuils de santé publique. Où c'est alarmant, par contre, c'est de se dire que partout où on se retrouve au Québec, à part en région où il y a moins d'agriculture, il y a des traces de pesticides. Donc là, vous imaginez une eau fortement traitée par nos capacités techniques dans les mais usines. où il demeure des traces d'eau. Oui, mais là, ça veut dire que dans les eaux de surface, dans les écosystèmes agricoles, on doit retrouver ces composés-là en très forte partie. Ils ont des impacts sur la biodiversité, sur la santé humaine, fort probablement également. Donc, c'est le côté un peu plus alarmant, c'est de dire qu'on est rendu dans une pollution systémique. Et là, t'es un peu, mais une vache qui boit de l'eau de la Yamaska, mettons, là, parce qu'elle peut aller en package jusque sur le bord, elle peut avoir ça dans sa viande, théoriquement. Ça n'a pas été testé jusque-là, mais on peut Exactement. On peut le Puis, si on faisait des tests sur le lait, peut-être qu'on retrouverait des traces. On a montré qu'il y a un tiers de l'alimentation biologique qui est contaminée aux pesticides. Donc, c'est vraiment comme... Mais je te repose ma question. À ce moment-là, est-ce que ça devient dangereux et inquiétant pour nous, l'être humain? Ça n'a pas été prouvé que c'est dangereux. Par contre, il manque énormément d'études. C'est un peu une zone d'ombre parce que pour avoir des réelles données sur la santé, ça prend des études épidémiologiques qui sont sur de nombreuses années. Et la façon dont on légifère au Canada sur les pesticides, c'est quelque chose qui est très, très opaque, qui est très lié à l'industrie. Donc, ça ne nous amène pas à avoir des études qui sont révisées par les pairs, qui sont disponibles au public. Donc, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas la réelle source. Ouais. Mais là, pourquoi on en a autant de pesticides un peu partout, là, comme ça, dans notre eau? Pour deux raisons. Premièrement, c'est bon pour les rendements, donc c'est intéressant pour les agriculteurs. Et aussi, l'industrie des pesticides, c'est très fortement lié aux ordres des agronomes, qui sont ceux qui vont faire les plans à la ferme. On a aussi des kits, des recettes qu'on propose aux agriculteurs qui les attachent un peu avec ces produits-là. Et de l'autre côté, il y a le ministère de l'Environnement, parce qu'ils ont changé le code de gestion des pesticides il y a quelques semaines, disait que sur 93 % des endroits où on utilise les pesticides, on le fait de façon inutile. Donc, on est prophylactique, on le fait par prévention. Sur combien d'espace? 93 % du territoire, on le fait pour rien. Pour rien. C'est comme si de dire, pour prévenir potentiellement un pesticide, où là, l'utilisation des pesticides serait intéressante parce qu'on va vraiment contrôler un ravageur, mais on le fait de façon préventive, prophylactique. Donc, on en utilise à des pourcentages. C'est comme si on se mettait de la crème solaire chaque jour d'un coup qu'on sort. Ce matin, dans le studio. Ouais. Exact. OK, on te garde avec nous, Jérôme. On veut savoir, le gouvernement veut faire quoi? Tu vas nous parler d'une crise présentement des pesticides, entre autres problèmes politiques. 96.9. Il y a beaucoup de gens sur la messagerie texte concernant ces traces de pesticides trouvées dans les rivières qui répondent à mon questionnement. Je disais, qu'arrive-t-il si une vache va boire de l'eau de la rivière? On n'a plus le droit de laisser les vaches en package aller jusqu'à la rivière. Ça doit être clôturé pour empêcher l'accès aux animaux de ferme d'aller s'abreuver directement dans ces cours d'eau-là. Et vous êtes quelques-uns à nous la suggérer, cette réponse-là. Vous êtes agriculteur vous-même. Là, merci donc d'avoir précisé. Pour fin de discussion, on est avec Jérôme Duprat, prof d'environnement. On parle de traces d'insecticides, pas d'insecticides, de pesticides, qui ont été trouvés dans l'eau potable. Puis on a fait une étude assez grande. Ça va jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on en a trouvé partout de ces traces-là. Est-ce qu'il y a moyen de faire l'agriculture autrement, Jérôme? Parce que tu l'as dit, c'est sidérant. Il y a 93 % d'utilisation de ces produits-là que c'est en prévention, donc théoriquement pour rien, avant même qu'il y ait un bobo, là.
Oui, donc c'est encourageant parce que le gouvernement a réagi dans cette direction-là en disant que désormais, à partir de l'année prochaine, pour 5 pesticides, donc 3 néonicotinoïdes, l'atrazine, des pesticides importants, ça va demander une prescription d'un agronome. Donc, un agronome qui se rend au champ, qui évalue la qualité des sols, etc. Puis il dit, dans votre cas, désolé, mais vous n'en avez pas besoin. Dans tel autre cas, effectivement, vous êtes en proie potentiel ravageur, on va vous le prescrire. Comme un pharmacien, donc, avec les médicaments en vente libre ou non, là, sur prescription seulement. Mais là, le problème, puis ce matin, l'Ordre des agronomes réagit, c'est que le médecin qui prescrit, c'est aussi le pharmacien qui vend la pilule, l'agronome. Donc, lui est payé à la commission de vente de pesticides. Donc, le président de l'Ordre a sorti ce matin en disant on va revoir le code de rémunération des agronomes et on va suivre notre code de déontologie parce que là, quand le gouvernement avait annoncé ça, c'est-à-dire, c'est un peu un conflit d'intérêts. C'est des deux côtés de la bouche qu'on a parlé. Donc, ça c'en est un des éléments de cette crise politique. L'autre, c'est que on se rend compte que on n'a pas accès à une indépendance de la recherche totale. C'est-à-dire que la recherche des pesticides au Québec se fait beaucoup au Sérum, le centre de recherche sur les semences. Et bien qu'il soit financé à 68 % par le ministère de l'Agriculture, il est dirigé par les producteurs de grains et les entreprises de pesticides. Il y a eu une vague de démission de 50 % des employés depuis 2 ans parce qu'ils se disaient on muselle nos recherches, on muselle les résultats, on ne les communique pas. Ça, c'est à Québec. Québec a réagi en disant on va revoir ça. À Ottawa, quand Santé Canada homologue un nouveau composé, elle se base sur les études fournies par l'entreprise privée qui ne sont pas accessibles au public. Si quelqu'un a des questions, il faut qu'il se rende à Ottawa, à l'agence réglementaire de la lutte antiparasitaire, dans une salle fermée sous serment en disant qu'on ne diffuse pas, on ne copie pas. Et ces études-là sont à majorité non révisées par les pairs. Pardonne ma naïveté, mais de l'extérieur, moi qui m'y connais beaucoup moins que toi, mais tu me dis tout ça, je fais, vous avez clairement quelque chose à cacher. Si ça me prend durée d'une prise de sang pour aller me cacher dans cette pièce-là, seul à seul, puis ne pouvoir... Tu sais, que je peux rien relater de ça, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Mais depuis des années, c'est une crise environnementale là, où on est alerté par des études. Là, on est tombé dans la zone de la crise politique parce que ça touche l'industrie, des corps professionnels, le gouvernement du Québec. Depuis un mois, il y a une nouvelle par jour qui sort sur les pesticides et c'est effectivement un devoir qu'on... Il y a 2 questions que je meurs de te poser. Ça vient de Joe, la première. C'est quoi la différence, j'ai fait le lapsus, entre un pesticide et un insecticide? Est-ce que le pesticide emporte aussi les insecticides ou c'est 2 choses différentes? Oui, les pestes, c'est l'ensemble des ravageurs. Donc, ça peut être des ravageurs animaux, insectes, etc. Puis les insecticides sont plus ciblés. Ouais. OK. Et l'autre question, c'est Nancy qui veut savoir ça, la qualité de l'air. Est-ce qu'elle est affectée par ces produits-là? Parce que l'eau, ça l'est, mais l'air ambiant, je veux dire, on se fait peut-être attaquer par des deux côtés, des 2 fronts. Pourquoi on a un peu fermé les yeux sur les néonicotinoïdes, c'est que plutôt que de pulvériser les champs, on enrobe la semence du pesticide. Donc, on se disait, ça se retrouve pas dans l'air, puis ça va être mieux contrôlé. On se rend compte aujourd'hui que non, c'est la même diffusion dans l'environnement. C'est la même chose. Si vous regardez des agriculteurs qui font la grande semence, quand ils arrosent, il y en a beaucoup qui se mettent la genre de veste plastique, là, parce que c'est effectivement dangereux quand on pulvérise ça au champ. Là. Donc, la qualité de l'air, ça va dépendre de la proximité avec laquelle on se trouve du champ, la direction des vents. Je pense pas que ce soit un problème de santé publique important, mais pour ceux qui y travaillent au quotidien, ça doit l'être. On invente 40 secondes, Jérôme, pour vrai. On peut faire quoi, tabarouette, pour remédier à ça? On boit de l'eau en bouteille, puis... Là, l'eau en bouteille, si elle vient d'une municipalité, on a le même problème. Il y a des traces dans elle aussi. Pour nous, on nous dit de continuer à la boire parce que c'est encore l'état de traces. Là où on doit s'alarmer, c'est de dire comment on fait notre agriculture, quel type de réglementation on veut voir, quelle est la part de l'industrie dans le choix de la recherche et de l'application qu'on fait au Québec. On a un peu un laisser-faire, un peu comme au ministère des Transports où on a laissé quitter l'expertise, puis on se rend compte aujourd'hui... On s'en remet tout le temps au privé puis à ceux à qui ça profite. Là. Donc, il faut vraiment se réapproprier les institutions puis de voir collectivement un peu ce devoir social-là de tendre la main aussi aux agriculteurs en disant, là, c'est des impératifs monétaires importants pour eux. Il faut voir avec des moyens de transition pour sortir ça, passer de quelque chose de prophylactique, de prévention, à réellement l'action, l'utiliser lorsque c'est nécessaire. Donc, il y a eu un premier bon pas par le gouvernement le mois dernier, mais c'est vraiment... Puis il y a des résistances. C'est un premier pas timide. Donc, il faut vraiment continuer à appuyer sur le bouton puis que ça aille encore plus loin. Là. Il y a des molécules qui aujourd'hui font face à l'étude d'un projet pilote. Ça fait 15 ans qu'elles sont interdites en Europe. On est tellement en retard.
Ben écoute, on espère contribuer à peser sur ce bouton-là. Jérôme, merci infiniment de t'être déplacé ce matin. Juste pour être sûr, la bière est correcte. Oui. Ouais. Tout de suite, la bière. Le testé, approuvé. Jérôme Duprat, surtout bassiste des Cowboys Fringants. Et aussi prof d'environnement à l'Université du Québec en Outaouais. Merci infiniment, Jérôme, de nous alarmer, mais surtout de nous informer ce matin. Il n'y a pas de panique à y avoir, mais continuez à mettre la pression sur nos députés pour qu'on ait des politiques qui nous préservent de ces produits-là puis de ces compagnies-là qui ne sont là que pour le profit. En semaine, dès 5h25. 96.9.